Et si vous pouviez éliminer la procrastination de manière définitive, de sorte qu'il ne soit pas seulement facile d'accomplir vos tâches, mais que vous soyez véritablement attiré par celles-ci, les réalisant avec aisance et fluidité. Voilà ce que nous appelons l'exécution fluide, l'exact opposé de la procrastination. Dans les prochaines minutes, je vous montrerai comment la maîtriser. Parmi ces 3 types de procrastination, lequel vous affecte le plus? Le premier type est l'inertie. Vous avez une tâche importante à accomplir, pour laquelle vous êtes rémunéré, vous avez réservé du temps pour la faire, et souvent vous appréciez même cette tâche, mais vous ne parvenez pas à la commencer. Le deuxième type est la distraction. Vous avez commencé votre travail, mais la moindre distraction vous éloigne de votre tâche. Et avant de vous en rendre compte, la moitié de la journée s'est écoulée car vous vous êtes laissé emporter par autre chose. Vous êtes trop stressé pour entamer la tâche importante, mais vous vous sentez trop coupable pour faire autre chose. Enfin, le troisième type est le report chronique. Vous repoussez constamment des objectifs ou des projets de vie importants, vous disant que vous les réaliserez un jour sans jamais franchir la ligne de départ. L'inertie vous empêche de commencer, la distraction détourne votre attention en cours de route et le report chronique retarde indéfiniment tout progrès. Pour moi, l'inertie était la forme de procrastination la plus éprouvante. Prenons l'exemple où j'ai été chargé de rédiger un discours en tant que témoin pour le mariage d'un ami. Malgré l'importance et l'honneur que cela représentait, je me suis retrouvé à différer, à repousser et, oui, à procrastiner. La procrastination planait, projetant une ombre désagréable sur chaque jour qui passait. Contrairement à une idée reçue, la procrastination n'est pas le symptôme d'un manque de motivation. Bien au contraire, elle résulte souvent d'une motivation intense, mais paralysée par l'inaction, ce qui la rend particulièrement frustrante. C'est l'effet « je veux le faire, mais je n'arrive pas à me lancer ». Ce phénomène est le reflet d'une lutte neurochimique interne, connue sous le nom de conflit approche-évitement. Ce conflit met en opposition 2 systèmes. Le système d'approche, relié aux zones du cerveau riches en dopamine, telles que le striatum et l'aire tegmentale ventrale, associé au plaisir et à la récompense, favorisant l'action. Et le système d'évitement, lié aux zones du cerveau riches en cortisol, comme l'amygdale et l'hippocampe, associé à la peur et à l'anxiété, incitant à l'inaction. Il en résulte une dissonance cognitive. La dopamine qui circule dans le cerveau suscite le désir et l'intérêt, tandis que le cortisol présent engendre peur et anxiété. Face à ce conflit approche-évitement, on éprouve simultanément les aspects positifs et négatifs d'une tâche. À mesure que l'on se rapproche de la tâche, les aspects négatifs prennent le dessus, renforçant la tendance à l'évitement. Inversement, en s'éloignant de la tâche, les aspects positifs reprennent de l'importance, accentuant la tendance à l'approche. Vous connaissez le scénario. Loin de votre bureau, l'idée d'écrire un livre et de le partager avec le monde vous excite. Mais au moment de lancer votre traitement de texte, la vue de cette page blanche vous remplit de crainte. Ce conflit entre les motivations d'approche et d'évitement nous empêche de nous lancer, bloquant ainsi l'entrée dans le cycle du flow et l'accès à l'état de flow lui-même. Vous avez probablement expérimenté ce conflit approche-évitement à maintes reprises, un obstacle majeur à l'entrée dans le cycle de flow. Qu'est-ce que le cycle de flow? Durant plus d'une décennie, à partir des années 90, mon associé Steven Kotler a suivi certains des meilleurs athlètes de sport extrême au monde, les accompagnant dans les montagnes, sur les vagues et même dans les airs. Steven a découvert un phénomène fascinant. Tous ces athlètes tiraient parti de la puissance des états de flow, cet état de conscience optimale où les individus se sentent et performent de manière exceptionnelle. En état de flow, ces athlètes accomplissaient des prouesses auparavant jugées impossibles, faisant avancer leur sport à une vitesse sans précédent. Par exemple, auparavant, surfer des vagues de plus de 30 pieds était considéré comme le summum. En quelques années, dompter des vagues de 80 pieds est devenu courant. Dans les années 90, réaliser un front flip en BMX était vu comme une folie. Plus tard, le triple front flip est devenu la norme. Le flow transforme l'impensable d'aujourd'hui en la norme de demain, et ce à une vitesse stupéfiante. En interrogeant et observant comment ces athlètes réalisaient de tels exploits, Steven a compris que tous accédaient au flow via un mécanisme précis, le cycle de flow. Et contrairement à une idée répandue, le flow n'est pas un état binaire, comparable à un interrupteur qui s'allume ou s'éteint. Il s'inscrit plutôt dans un cycle comprenant 4 phases: la lutte, la libération, le flow proprement dit et la récupération. Dans la phase de lutte, vous devez vous acharner pour que la tâche vous captive.
L'implication de la norépinéphrine peut entraîner frustration, anxiété et inconfort. La libération survient lorsque vous atteignez le point de saturation dans votre lutte avec la tâche ou le problème. La persévérance dans l'effort et l'atténuation de la douleur par les endorphines déclenchent ce passage. Le flow se manifeste ensuite, caractérisé par une concentration sans effort où le sentiment du moi s'estompe, le cortex préfrontal diminue son activité et la sérotonine ainsi que la dopamine encouragent votre progression. La récupération, la phase finale, permet de restaurer la neurochimie épuisée nécessaire à cet état et de se régénérer après un tel investissement énergétique. Pour ces athlètes de sport extrême, la phase de lutte peut être assimilée à un échauffement, la première vague surfée, la première descente de montagne, le début d'une escalade. Toutefois, en explorant au-delà du monde sportif, nous avons découvert un aspect supplémentaire du flow. En aidant les équipes d'Audi, Google, Facebook, de l'US Air Force et d'autres organisations de pointe à exploiter la puissance du flow dans leurs environnements de travail, nous avons identifié ce qui pourrait être considéré comme une 5e étape du cycle de flow. Elle est brève, ne durant que quelques secondes, mais représente pour les professionnels modernes un défi encore plus grand que la lutte elle-même. Il s'agit de l'initiation à la lutte. Pour les athlètes de sport extrême, c'est le moment où ils choisissent de se lancer dans la pente, de sauter de l'avion ou de plonger dans l'océan. Cette étape, préalable à la lutte et paralysant tant de personnes au travail, est nommée l'engagement. Comparé à ce qui suit dans la phase de lutte pour les athlètes de sport extrême, l'engagement semble être la partie la plus simple. Il suffit de franchir le pas ou de se lancer dans la descente. Cependant, pour les travailleurs du savoir, s'engager s'avère bien plus ardu. Vous comprenez désormais que la procrastination est en essence un conflit approche-évitement. Pour le surmonter, il faut soit augmenter le désir de s'attaquer à la tâche de manière à surpasser la tendance à l'évitement, soit réduire cette tendance à l'évitement de sorte que votre désir préexistant de vous attaquer à la tâche puisse se manifester sans être entravé par une inclinaison à l'évitement. Voici donc des stratégies pour maîtriser la capacité d'engager le cycle de flow et vaincre définitivement la procrastination. La première étape consiste à focaliser votre attention sur des objectifs extrêmement précis. Dans les années 1960, Mihaly Csikszentmihalyi, un psychologue pionnier et cofondateur de la psychologie positive, a réalisé l'une des plus vastes études psychologiques de l'époque, interrogeant une grande variété d'individus, des bergers navarros aux ouvriers d'usine, en passant par des musiciens et des athlètes. Tous ces individus expérimentaient régulièrement l'état de flow. En examinant comment ces personnes abordaient leurs activités, Csikszentmihalyi a découvert que l'état de flow n'arrivait pas par hasard. Il identifia des conditions préalables ou des déclencheurs qui permettaient à cet état de se manifester de manière fiable. Un déclencheur de flow en particulier pouvait dissiper la procrastination aussi facilement qu'un couteau tranche le beurre. La définition d'objectifs précis. Les objectifs précis se distinguent des buts à long terme tels que courir un marathon, emmener mes enfants à Disneyland ou épargner pour la retraite. Ces derniers sont des buts, tandis que les objectifs précis concernent l'objet immédiat de votre attention, pas le résultat global que vous visez. Par exemple, un objectif précis serait de viser à faire passer le ballon dans le filet, tandis que le but serait de gagner le match de football. Quand vous vous concentrez sur les résultats de vos actions, vous sollicitez votre cortex préfrontal, qui, bien que puissant, consomme beaucoup d'énergie. En revanche, en vous concentrant sur l'objectif immédiat, vous faites appel au ganglion de la base, une partie du cerveau plus ancienne qui gère les habitudes familières. Cette zone est efficace et requiert moins d'énergie pour être mobilisée. L'automatisme des ganglions de la base se focalise sur le fait de mettre le ballon dans le filet plutôt que sur la victoire du match. Cela non seulement simplifie l'action, mais favorise également l'état de flow. Des objectifs précis mobilisent le réseau exécutif central pour la planification de tâches, générant de la motivation via des pics de dopamine qui aident à résoudre le conflit approche-évitement. Ainsi, la première étape pour éradiquer la procrastination est de définir des objectifs très clairs et extrêmement précis pour chaque action. Il est essentiel que ces objectifs soient d'une précision quasi surréaliste. De cette manière, le cerveau n'aura pas à gaspiller ses ressources à se questionner sur le comment, le pourquoi ou le quoi faire. Pour y parvenir, il convient de diviser la tâche en objectifs microscopiques. Même pour une petite tâche d'1 heure, cela permet d'obtenir une libération régulière de dopamine en rendant la tâche procrastinée si minime qu'elle en devient presque réactive.
Autrement dit, vous décomposez la tâche importante que vous repoussez en micro-tâches, tellement simples à réaliser qu'elles s'apparentent à des actions quotidiennes déclenchant des pics de dopamine. Vous générez ainsi de la dopamine en accomplissant de petits pas vers une tâche majeure que vous auriez autrement remise à plus tard. Par exemple, la première étape pourrait être simplement d'ouvrir votre ordinateur portable, la deuxième d'accéder aux documents Google, la troisième de rédiger l'introduction de la présentation, puis d'incorporer les données de résultats des clients, de créer des graphiques aux couleurs de la marque, etc. L'important est de rendre la première action tellement simple et peu énergivore que le cerveau n'ait aucune résistance à opposer. Et vous pourriez simplement noter cela sur un bout de papier à jeter ou dans une application de notes sur votre téléphone. Cette préparation ne doit pas être chronophage. Elle élimine la question paralysante de savoir par où commencer. Lorsque vous établissez des objectifs aussi clairs, minuscules et microscopiques dans le cadre de la tâche, l'exécution devient fluide et naturelle, facilitant l'accès à l'état de flow. Pour renforcer l'efficacité des objectifs précis, vous pouvez les combiner avec un autre déclencheur puissant du flow, nous menant à la deuxième étape pour dissoudre le conflit approche-évitement et éliminer la procrastination. L'ajustement de l'équilibre entre défis et compétences. À ce jour, nous avons identifié plus de 20 déclencheurs de l'état de flow, mais l'un d'entre eux se distingue par sa puissance, au point d'être souvent considéré non pas simplement comme un déclencheur, mais comme une condition sine qua non du flow, essentielle à l'activation de tous les autres déclencheurs. Cet équilibre se réfère à la correspondance idéale entre le niveau de défi perçu d'une tâche et la perception de vos compétences ou de votre aptitude à accomplir cette tâche. Si le défi est trop élevé, vous risquez de vous sentir anxieux et submergé. A l'inverse, si le défi est insuffisant, l'ennui s'installe, entraînant apathie et désengagement. L'objectif est d'atteindre ce point idéal, souvent estimé à 4% au-delà de votre niveau de compétence actuel. C'est dans cet équilibre que la tâche capte pleinement votre attention, facilitant ainsi votre entrée dans l'état de flow. Alors, comment ajuster cet équilibre défi-compétence pour éliminer la procrastination ? Plusieurs méthodes peuvent être appliquées. Le premier ajustement pour équilibrer le rapport défi-compétence consiste à réduire la difficulté. Lorsque j'étais adolescent en Irlande et tentais de lancer une entreprise de services web, j'ai expérimenté cette approche. Des mois durant, j'ai consacré 16 heures par jour à des appels de démarchage pour vendre des sites web à des comptables, faisant face à un rejet constant et intransigeant, avec une moyenne de 250 appels par jour. Le rejet était systématique, certains répondant avec hostilité à mes propositions. Les 2 premières heures de chaque journée étaient particulièrement éprouvantes, me confrontant à une procrastination paralysante. L'idée de passer le premier appel de prospection était si intimidante que je repoussais sans cesse l'échéance. Le hic, c'était que mon revenu dépendait entièrement de la réussite de ces ventes. À cette époque, ne pas appeler signifiait ne pas gagner d'argent. Puis, j'ai eu une idée pour rendre ces premières heures plus supportables. Au lieu de plonger directement dans les appels à froid, j'ai commencé ma journée par contacter des clients existants, ceux qui m'appréciaient, me connaissaient et avec qui les échanges étaient positifs. Cette approche a diminué l'obstacle initial, renforcé ma confiance et dynamisé ma journée. Après cet échauffement, je me sentais prêt à affronter les appels à froid avec plus d'assurance. Cette méthode a été efficace parce que la tendance à procrastiner augmente avec l'effort requis pour s'engager dans une tâche. A l'inverse, réduire l'effort nécessaire facilite le début de la phase de lutte et favorise l'entrée dans l'état de flow. En définitive, ce que nous évitons en procrastinant, c'est l'énergie à dépenser, une stratégie d'adaptation évolutive visant à préserver nos ressources pour les besoins essentiels. En réduisant la quantité de ressources nécessaires, le besoin d'éviter ou de reporter diminue. Vous avez alors 2 options, augmenter l'effort ou adapter la situation pour qu'elle exige moins d'efforts. La plupart des gens choisissent la première option, tentant d'accroître leur effort par des stimulants ou en se forçant sur une tâche, équivalent à tenter de franchir un obstacle élevé dès le début. C'était ma méthode initiale avec les appels de démarchage. Toutefois, avec du recul, au lieu de tenter de surmonter un obstacle élevé par la volonté seule, j'aurais dû dès le départ chercher à réduire cet obstacle, comme je l'ai finalement fait. Pour un meilleur rendement, il est plus judicieux de restructurer les activités de manière à pouvoir s'engager avec moins d'efforts, comme si on abaissait l'obstacle pour le franchir plus aisément. La deuxième méthode pour ajuster le rapport entre les défis et les compétences est la gestion du temps. Le temps peut être une variable permettant de réguler la difficulté d'une tâche.
Souvent, le délai imparti pour réaliser une tâche influence son niveau de difficulté. Si vous remettez constamment à plus tard le moment de faire votre déclaration fiscale, tâche rébarbative pour bon nombre d'entre nous, restreignez et réduisez le temps disponible pour l'accomplir. Accordez-vous 1 heure au lieu d'1 semaine, ce qui intensifiera le défi et favorisera l'atteinte d'un état de flow optimal. A l'inverse, si le défi semble insurmontable, au point que la seule pensée de s'y attaquer vous donne mal à la tête, faites le contraire. Donnez-vous plus de temps que nécessaire pour achever la tâche, diminuant ainsi son niveau de difficulté et atteignant le seuil de flow nécessaire pour surmonter la procrastination. La troisième méthode pour ajuster l'équilibre entre défi et compétence est de définir clairement l'ampleur de la tâche. Essayez-vous d'assembler un puzzle de 1000 pièces sans avoir l'image finale? L'incertitude rend la tâche écrasante et déséquilibre le rapport défi-compétence vers l'anxiété. Il en va de même pour le travail. Si vous ignorez l'étendue du travail, ce qui est nécessaire ou combien de temps cela prendra, la résistance s'installe. Cela peut s'apparenter à ouvrir la boîte de Pandore. Prendre un moment pour cerner l'ampleur réelle du travail peut grandement aider. Bien que l'estimation ne soit jamais parfaite, tentez de clarifier ce qui doit être fait, pourquoi, quand et pour qui. Une compréhension claire augmente la pertinence perçue de la tâche, son contexte et sa signification personnelle, rendant l'engagement plus aisé. La quatrième méthode pour surmonter la procrastination et maîtriser le conflit approche-évitement s'intitule le contournement ou l'inhibition de la réponse. Cette technique consiste à outrepasser une réaction automatique face à des stimuli et à opter plutôt pour un comportement aligné sur un objectif précis, tel que rejoindre des amis pour plonger dans une rivière froide avant d'avoir l'occasion de réévaluer la décision. L'importance de l'inhibition de la réponse réside dans le fait que dès que les composantes émotionnelles du cerveau, comme l'amygdale, prennent le dessus, elles inhibent notre capacité à nous autoréguler. Cela se traduit par une augmentation de l'anxiété concernant les conséquences potentiellement négatives de nos actions, diminuant notre capacité à filtrer les émotions liées à la tâche à accomplir. Si vous commencez à hésiter avant de sauter dans l'eau, la partie émotionnelle du cerveau cherchant à vous protéger prévaudra, rendant de plus en plus difficile de surmonter l'appréhension du froid. En revanche, la partie plus rationnelle de votre cerveau, sachant que rejoindre vos amis sera amusant, vous poussera à plonger sans tarder. Une fois dans l'eau, il est trop tard pour que la partie émotionnelle prenne le dessus. L'objectif est de prévenir le conflit approche-évitement avant même son apparition, évitant ainsi le déclenchement de la procrastination. Mon expérience avec le démarchage téléphonique illustre bien ce principe. Cette aventure s'est bien terminée, une issue que je n'aurais jamais atteinte sans avoir développé ma capacité à inhiber mes réactions instinctives. Un jour, lors d'un appel à froid, j'ai eu la chance de tomber sur un comptable nommé Martin Gilchrist. Il a perçu quelque chose de prometteur dans ma démarche que d'autres auraient depuis longtemps abandonné. Il m'a proposé de discuter affaires. Avec le temps, notre collaboration nous a menés à être finalistes au concours du meilleur jeune entrepreneur d'Irlande. Mais la véritable réussite fut d'apprendre à m'engager et à surmonter le conflit approche-évitement face à la tentation de procrastiner. Un véritable triomphe de la volonté et de l'inhibition de la réponse sur l'instinct naturel d'évitement. Je me suis exercé à lancer les appels immédiatement, permettant à la conversation de commencer avant même que j'aie le temps de réfléchir. À terme, cette approche a porté ses fruits. Mais il existe une méthode plus subtile que la simple force de volonté, optimiser sa neurochimie pour renforcer l'inhibition de la réponse, grâce à la stratégie du sommeil réparateur pour un meilleur flow. La conviction commune suggère de démarrer la journée en buvant de l'eau citronnée, en méditant, en prenant une douche froide, puis en se préparant pour le travail. Cependant, il existe une condition cérébrale matinale sous-exploitée qui peut significativement réduire la tendance à la procrastination. En tirant parti de cet état, vous renforcez votre inhibition de la réponse tout en facilitant l'accès à l'état de flow. Cela s'explique par le fait que les ondes cérébrales delta et θ, caractéristiques du sommeil, se rapprochent des ondes alpha et θ associées au flow. Les ondes alpha diminuent l'activité du cortex préfrontal, induisant une sensation de légèreté et réduisant la conscience de soi, tandis que les ondes θ favorisent la créativité, aidant le cerveau à établir de nouvelles connexions et à résoudre des problèmes de manière plus efficace. Pour bénéficier de ces ondes cérébrales, l'idée est simple. Mettez-vous au travail immédiatement après le réveil. Si vous avez tout préparé la veille, vous pouvez commencer à travailler dans la minute suivant votre réveil.
Ainsi, sans échappatoire possible, vous ne disposerez même pas du temps nécessaire pour vous laisser distraire ou procrastiner. Vous contournez la partie émotionnelle de votre cerveau pour activer directement votre cortex préfrontal, rendant inopérantes les tendances d'évitement et d'approche. Cela ne signifie pas se réveiller et immédiatement vérifier ses emails, mais plutôt se lever et s'atteler aux tâches importantes que l'on a tendance à reporter. Pour que cette méthode soit réellement efficace, tout doit être organisé à l'avance, mais elle s'avère très efficace pour développer la capacité de contournement. La cinquième méthode pour surmonter le conflit approche-évitement est d'exploiter ce que l'on nomme le payoff du flow, ou la récompense de l'état de flow. Vivre l'état de flow est une expérience profondément gratifiante, considérée comme l'une des plus plaisantes que l'être humain puisse expérimenter, en raison du mélange unique de substances neurochimiques qu'il libère dans le cerveau. Cependant, pour être motivé à s'engager dans une activité dès le départ, il est crucial d'avoir une forte probabilité d'entrer dans cet état et de le maintenir assez longtemps. La motivation pour construire un château de sable diminue si l'on sait que la marée peut l'emporter à tout instant. Il en va de même pour le travail. Si vous anticipez une interruption peu après avoir commencé une tâche, le conflit approche-évitement vous incitera à éviter l'effort. Il est essentiel d'être assuré que vous recevrez la récompense de vos efforts. Il est important de se rappeler que la procrastination, bien qu'innée, n'est pas inévitable. Vous pouvez la surmonter en utilisant des déclencheurs de flow, tels que la définition d'objectifs précis, l'ajustement de l'équilibre entre défis et compétences et l'organisation de votre emploi du temps pour maximiser les opportunités de flow. L'impact cumulatif de ne jamais refuser de faire ce qui doit être fait vous assurera un accès constant au flow, conduisant à une croissance et à des réalisations exceptionnelles. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.